Bien, mesdames, messieurs, chers amis, chers alumni, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour à celles et ceux qui nous suivent depuis la Colombie ou d'un autre pays. Je suis évidemment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre. Alors, très heureux à plusieurs titres. Le premier est que notre rencontre international de ce soir vient clore un programme de rencontres initié par ma collègue Camilla il y a de cela plusieurs mois. Et on est très heureux de clore cette série de rencontres internationales avec vous en petit comité et de manière conviviale. D'autant plus heureux que cette rencontre, elle prépare l'avenir. Nous avons depuis plusieurs mois redynamisé le réseau des alumni à l'international. C'était un engagement du président de Sciences Po Alumni, de Pascal Perrineau. Camilla s'y attelle depuis plusieurs mois. Un certain nombre de sections des alumni de Sciences Po à l'international a été créé en Afrique du Sud, en Malaisie, en Algérie. Un certain nombre de sections ont été redynamisées, revitalisées, que ce soit en Autriche ou en Espagne ces dernières semaines ou ces derniers mois, en Grèce, mais également au Portugal. On a lancé ou relancé la section grecque il y a une dizaine de jours. Et donc, ce soir, on se retrouve sous le haut parrainage et la bienveillance de Madame l'ambassadrice, Michel Ramis, alumna de Sciences Po, qui nous fait le plaisir et l'honneur de revenir quelques jours après être d'ores et déjà intervenu. On le remercie très chaleureusement pour une très belle conférence dans le cadre de notre cycle Diplomate en action. Et l'idée pour nous ce soir, Camilla vous en dira un mot tout à l'heure, eh bien, c'est au-delà de cette rencontre chaleureuse et conviviale d'aujourd'hui, de voir comment, sur la base des bonnes volontés que chacune et chacun représente et incarne, comment est-ce que nous allons plus loin aujourd'hui pour créer une entité, un regroupement d'alumni colombiens vivant en France ou à l'étranger, d'alumni non colombiens vivant à l'étranger, vivant en Colombie, en France ou ailleurs, mais intéressés par la Colombie. Voilà, l'idée est de réfléchir un peu à tout cela ensemble ce soir. Autour d'Olivier Daben, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés, cher Olivier, donc je me réjouis de pouvoir passer ce moment ensemble. Merci pour ta disponibilité. Autour de Federico et de Cécile qui ont également accepté d'animer cette rencontre et bien sûr des remerciements tout particuliers et très chaleureux à Michel Ramis, Madame l'ambassadrice, ambassadrice de France en Colombie, qui a accepté au début de cette rencontre de s'adresser à chacune et à chacun d'entre vous. Donc, je lui laisse immédiatement la parole pour vous dire quelques mots et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rencontre. Merci, monsieur le délégué général. Je ne dirai que quelques mots car ce n'est pas moi la vedette, c'est monsieur le professeur Daben et je suis très heureuse de l'écouter. Donc, je voulais dire deux mots en introduction, remercier Sciences Po Alumni pour l'organisation de cette conférence sur un thème très pertinent. Nous faisons face en Colombie à une crise complexe et il est important de bien l'analyser, d'éviter les simplifications et d'en comprendre toutes les causes, toutes les conséquences et surtout, moi je me place du point de vue
si vous voulez, d'un gouvernement ami, d'aider à la solution de la crise et ne pas chercher à l'antagoniser ou renforcer la polarisation. Donc, je suis très heureuse d'entendre monsieur le professeur Daben sur son analyse. Il a une très longue connaissance du pays, il a énormément de références et je serais très, très heureuse d'entendre son analyse. Et j'éviterai de prendre position car ce n'est pas moi aujourd'hui qui doit jouer ce rôle. Je voudrais également dire, dans la continuité de ce que vous avez dit, monsieur le délégué général, que la Colombie est tout à fait intéressée, enfin l'ambassade en Colombie a participé à ce renforcement des réseaux d'alumni, puisque vous nous avez proposé de créer une section d'alumni franco-colombiens. Alors ce sont soit des Colombiens vivant ailleurs, soit des Colombiens vivant ici, soit des non-colombiens. Moi, j'ai une collègue ambassadrice qui sort de Sciences Po aussi. Donc, je pense que les réseaux sont plus que jamais importants dans cette période Covid et post-Covid qui était marquée par l'isolement, la distanciation. On a besoin de recréer du lien, de recréer des réseaux. Sciences Po a une très bonne cote ici. Sciences Po a des diplômés parmi dans l'entourage du président, chez les hauts fonctionnaires. C'est un outil de promotion de la francophonie. Et voilà, l'école Sciences Po a une excellente image parce qu'elle forme des diplomates, des cadres qui savent, comment dire, réfléchir et proposer le meilleur. Donc, je serais très heureuse de participer à la création de cette section et de contribuer à ce resserrement des anciens élèves dans le monde que vous avez lancé. Voilà, je me limiterai à ceci. Sciences Po est un instrument d'influence important sur lequel nous souhaitons nous appuyer. Et très bonne conférence à tous et avec mon plus grand intérêt pour ce que va nous dire le professeur Daben. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Sciences Po, en effet, un outil de soft power. Pour poursuivre cette réflexion, je passe immédiatement la parole à Camilla Pagani, qui va présenter les intervenants de ce soir. Camilla. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Buenas tardes y bienvenidos. Il y a des hispanophones parmi nous, j'imagine. Donc, comme cela a été déjà rappelé, cette conférence est née d'un projet, une initiative d'alumni qui sont franco-colombiens et qui sont cosmopolites, surtout parce qu'ils habitent soit en Colombie, soit en Europe, soit entre les deux. Donc, ces projets nés en plus avec le soutien de Madame l'ambassadrice, que j'aimerais bien remercier pour sa disponibilité. C'est un vrai honneur de pouvoir l'avoir parmi nous ce soir. C'est aussi un projet qui est soutenu par les groupes de Sciences Po Alumni d'affaires internationales. Donc, je tiens à remercier aussi sa présidente Colline Housset qui devrait nous rejoindre ce soir. Et donc, c'est un plaisir, un honneur d'avoir un des plus grands spécialistes pour cette occasion d'Amérique latine pour essayer de comprendre, analyser ensemble la situation actuelle en Colombie, décrypter les raisons et les enjeux de cette crise sociale, économique et politique. Donc, Olivier Daben n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'introduction. Il est professeur de sciences politiques à Sciences Po, chercheur au CERI, donc le Centre de recherche internationale, et président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes du CERI. Je rappelle parmi ces dernières publications les plus importantes, l'Atlas de l'Amérique latine, paru en 3e édition en 2019, l'Amérique latine à l'époque contemporaine, paru en 2020 en 9e édition, ou bien la web-série que j'ai trouvée vraiment très intéressante, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, la web-série des Sciences Po intitulée Protestas, mobilisation en Amérique latine au temps du Covid. Et cela nous permettra aussi de comparer la situation colombienne avec celle des pays voisins. C'était vraiment de très grandes qualités, donc je tiens à le souligner. J'aimerais bien aussi remercier Elena Alviar qui devait participer ce soir à ces dialogues avec Olivier Daben et qui est professeur de l'école des droits à Sciences Po des nationalités colombiennes. Malheureusement, elle a eu un empêchement, donc elle n'a pas pu participer ce soir, mais elle aimerait participer à une prochaine conférence à la rentrée. Donc, nous espérons l'accueillir prochainement parmi nous. Donc, je voudrais maintenant laisser la parole aux trois modérateurs de notre dialogue avec Olivier Daben et qui sont à l'origine de ces projets et qui seront les plus engagés pour poursuivre dans la création de cette section en Colombie.
Donc, Cécile Decaune, qui est de la promo 2014, avocate au barreau de Paris. Elle travaille auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, garante des accords de paix colombiens. Et je n'ai jamais compris où elle habite parce qu'elle est toujours entre Bogota, New York, Bruxelles, Genève ou Paris. Donc, c'est pour cela que peut-être il faudrait avoir une approche cosmopolite à cette section parce qu'en effet, c'est difficile de lui trouver un enracinement local. Et Federico Ibargüen de la promo 2003, qui est conseiller diplomatique, attaché commercial de l'ambassade de Colombie en Italie, donc qui est pour l'instant basée à Rome. Et elle va nous rejoindre tout à l'heure, Nathalie Bernal-Parra de la promo 2015, qui est conseillère de coopération et relations internationales au ministère du Travail de Colombie, donc qui, elle est basée à Bogota. La conférence sera divisée en deux parties principales. Tout d'abord, sous forme de dialogue, les modérateurs vont interviewer et débattre avec le professeur Olivier Daben. Et il y aura une deuxième partie plus interactive où il y aura la possibilité d'interagir directement par vos questions dans le chat. Donc, je laisse immédiatement la parole à Federico pour que le dialogue commence. Merci. Merci infiniment Camille et je me dois de faire des remerciements de rigueur à Madame l'ambassadrice. Je suis très heureux en fait de cette initiative que j'espère on va réussir à consolider. Merci Monsieur le délégué général des alumni. Je dois dire que les alumni pour moi représentent en fait un souvenir particulièrement goûteux, si je puis dire. J'ai présidé le club des anciens de Sciences Po de dégustation de vin pendant quelques années. Et donc, ce souvenir, non seulement m'est goûteux, mais en plus m'est cher. Et merci infiniment au professeur Daben de nous honorer de sa présence et de son analyse que j'attends avec impatience. Et pour cela, j'aimerais bien peut-être poser le cadre sur lequel on pourra discuter. La Colombie, souvent présentée comme la plus ancienne démocratie du sous-continent américain, vit une crise profonde. Fruit d'une histoire, après tout, tumultueuse. Après 50 ans d'une guerre civile, d'une guerre de guérillas, pas une guerre civile, mais une guerre de guérillas amplement alimentée par les narcotrafics, la signature d'un accord de paix imparfait a donné au pays des raisons d'espérer. Pourtant, au vu de l'actualité, la situation semble désespérée. Le gouvernement du jeune président Iván Duque Márquez, qui s'était pourtant engagé à implémenter les accords de paix, s'est vu submergé rapidement par l'urgence sanitaire qui a frappé le monde au tout début de l'année 2020. Le long mois, finalement, de pandémie ont été affrontés à coups de millions en programmes de soutien à l'économie formelle sans précédent pour un gouvernement de droite, soutien des salaires des entreprises, revenus solidaires aux foyers vivant dans la pauvreté, extrême pauvreté et la vulnérabilité économique, un plan de vaccination coûteux et dispendieux, entre bien d'autres mesures de soutien social et économique. Résultat, le déficit fiscal s'est creusé comme jamais auparavant, passant d'un niveau historiquement bas en 2020 et en 2019, au moment de l'accession au pouvoir du président, de 2,5% du PIB, à une projection en 2021 de 8,9% du produit intérieur brut. Cherchons à limiter ce poids du déficit dans les finances publiques pour maintenir l'attractivité du pays. Le gouvernement a mis le feu aux poudres à travers un ambitieux projet de réforme fiscale visant à prélever près de 10 milliards de dollars. Un déchaînement de violence a gagné le pays sous fond de revendications d'une jeunesse réclamant des emplois et ralliant à leur cause un nombre incalculable de revendications, pour certaines, si je puis dire, macondiennes. On a pu voir des pétitions pour la création d'une sécurité sociale pour les mascottes de compagnie, à côté de non moins sérieuses revendications d'instauration d'un revenu minimum de subsistance dont la mise en place occuperait 50% des capacités de prélèvement fiscal du gouvernement central. Dans l'effervescence de la situation, de nombreuses informations ont circulé et de graves accusations de violation de droits de l'homme par les forces armées et policières ont ravivé la mémoire encore fraîche d'un passé ténébreux. Les événements récents ont donc montré une fois de plus combien la polarisation s'est creusée depuis les dernières années. Il y a un problème de connexion, Federico, je crois.
tu veux peut-être rebondir. Le micro. Pardon, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez-vous? Oui. Je pense qu'il y a eu un petit problème de la connexion de Federico. Vous m'entendez bien? Oui. Vous m'entendez? Je crois qu'il continue de parler. Ah. Vous m'entendez? Je reprends la suite. Je sens que j'ai perdu le... Allô, allô? Oui. Vous m'entendez? Non, Federico, ta connexion n'est pas très bonne. Peut-être que tu pourrais éteindre ta caméra pour voir si c'est mieux. Là, vous m'entendez peut-être? Oui. Là, vous m'entendez, c'est bon? Oui, allô? Oui, allô? Oui, oui, on t'entend. Vous m'entendez? Je suis vraiment désolé. Je Oui. ne sais pas à quel moment on est resté. En tout cas, je ne comprends pas par les événements réseau pression qui ont montré de trouver la polarisation c'est depuis les dernières. Non, la communication n'est pas bonne. Non, Federico, ta connexion n'est pas très bonne. Essaye peut-être de sortir et peut-être Cécile, tu prends le relais sur... Oui, je peux continuer. Oui, je prends le relais. Donc, Federico mentionnait la polarisation grandissante en Colombie. Et donc, dans un contexte électoral qui devrait s'achever donc l'année prochaine avec des élections présidentielles. Et donc, on a pensé à trois thématiques avec une quatrième thématique bonus si on a le temps. Et la première des thématiques que l'on voulait aborder, c'était au regard de la publication du professeur Daben sur la vague des manifestations en Amérique latine et sur ses autres projets. Notamment, je pense à l'autre publication de 2019 sur les effets des processus participatifs dans l'action publique pour Teseo. Comment est-ce que vous pourriez nous permettre de mieux comprendre la situation colombienne au regard de la dynamique régionale et de ce qui peut se passer tant en Argentine qu'au Pérou, au Paraguay, au Brésil ou au Chili, où on assiste à des revendications qui sont vraiment très diverses et qui vont de la demande de la fin je dirais, de violences de genre à l'accès aux terres, avec des réformes agraires, au financement de la vie publique, au contrôle citoyen de l'activité de l'action publique, à la sécurité. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer à ce sujet? Une question très vague et très large. Oui. Votre micro est éteint. Votre micro est... Oui. Avant de commencer à répondre à cette question, juste un mot de remerciement. Je suis très content d'accompagner en quelque sorte la création ou la dynamisation de cette antenne, de cette section franco-colombienne des alumni. Effectivement, Sciences Po, ça s'est toujours senti à la maison, je dirais, en Colombie. Notre accord avec l'Université Externado est le plus ancien accord que dont Sciences Po dispose en Amérique latine. Et on a des flux. Certaines années, les étudiants colombiens sont parmi les étudiants étrangers les plus nombreux à Sciences Po. Donc, c'est vraiment une coopération tous azimuts qui fonctionne très bien pour nous. On est très contents. Les étudiants colombiens sont excellents, il faut le souligner. C'est parmi les meilleurs de toute l'Amérique latine pour moi. Donc, c'est vraiment un bonheur de les avoir à Sciences Po. Et je suis très content d'être présent parmi vous ce soir pour cet événement. Et merci à Madame l'ambassadrice pour son soutien. C'est important, évidemment. Bon, je tourne ma casquette institution pour passer à la recherche. Alors, bon, je pense que pour un chercheur, un académique qui commence à parler de la Colombie, exactement le même problème que les politiciens, les élus, tous les détenteurs d'autorité qui font face à un panorama qui est d'une extrême complexité, comme vient d'ailleurs de le dire Madame l'ambassadrice, et qui ne savent pas par où commencer. On ne sait pas à quel bout de la ficelle il faut tirer en premier, tant la complexité est grande. Par exemple, Federico a dit dans sa présentation que la Colombie figurait parmi les plus anciennes démocraties d'Amérique latine. Je serais tenté de commencer par ça. C'est pas faux, mais je pense qu'un des problèmes de la Colombie, paradoxalement, c'est justement d'avoir été un pays démocratique assez tôt et d'avoir consolidé sa démocratie sur une base tout à fait particulière, qui est la base d'un pacte, ce qu'on appelle dans la littérature une démocratie pactée.
L'expression est ensuite devenue à la mode à propos de l'Espagne, mais auparavant, elle avait été utilisée pour rendre compte de négociations et d'accords politiques en Colombie, mais aussi d'ailleurs au Venezuela. Et avec dans les deux cas, au final, un ordre politique terriblement excluant, parce que le partage du pouvoir, disons, s'effectue entre gens qui se ressemblent. Et on sait très bien que les accords qui ont été signés, que ce soit en Colombie et au Venezuela, c'est la même problématique finalement, ont laissé de côté toute une partie, un certain nombre de sensibilités politiques qui n'ont pas trouvé dans ces accords politiques qui permettaient des alternances au pouvoir de forces politiques modérées, je dirais, n'ont pas trouvé, disons, leur place. Et ils ont rapidement décidé que faire entendre leur voix et défendre leurs idées nécessitait de faire autre chose. Et ça a été évidemment la lutte armée comme façon d'essayer de secouer une démocratie qui était devenue excluante. Ça, c'est un fil possible qu'on peut dérouler et qui nous amène jusque dans les années 70, quand ce Front National s'est délité, et qui nous montre que finalement, la démocratie, elle était excluante. Et je pense qu'il y a un vrai problème d'inclusion de toutes les forces politiques dans le jeu démocratique jusqu'à nos jours. Donc ça, c'est un fil possible, mais la complexité colombienne fait qu'il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, et naturellement, il y a toutes les questions socio-économiques. Nous avons, il y a quelques jours, organisé un débat justement à partir du très beau livre que vient de publier Jacobo Grajales sur le capitalisme agraire en Colombie. Ça aussi, c'est un fil qu'on peut dérouler et qui montre que la Colombie, encore aujourd'hui, est un des deux pays les plus inégalitaires au monde concernant le foncier rural et concernant la propriété privée. Donc, évidemment, il y a une source infinie de frustration. Et la Colombie est un des rares pays qui n'a pas connu de réforme agraire digne de ce monde dans les années 60, 70, et qui finalement se retrouve aujourd'hui avec toute une part de la population sans véritablement d'accès à la terre. Ça, c'est un problème extrêmement compliqué aussi, parce qu'il y a d'autres fils qui peuvent être déroulés, celui de la violence, celui des activités illégales, le narcotrafic, etc., qui vient s'ajouter à cette conflictualité sociale, qui vient l'attiser, la dynamiser en quelque sorte, et dont il est vraiment très, très difficile de se défaire. Et puis, il y a, je dirais, des questions banales, entre guillemets, c'est-à-dire une partie des revendications qu'on a vues dans la rue à l'occasion d'El Paro, ce mouvement social important ces dernières semaines et même mois, sont des revendications qu'on trouve ailleurs, hein, c'est-à-dire les questions des minorités ethniques, sexuelles, genrées, les questions de niveau des retraites, les questions de niveau de salaire. Enfin, et c'est vrai qu'on a eu l'impression depuis quelques semaines de voir un pays exploser avec une incroyable quantité de revendications. Federico l'a mentionné, certaines vont paraître peut-être farfelues pour certains observateurs, mais elles ne le sont pas. Elles traduisent la volonté de secouer un petit peu la classe politique et de lui dire d'être beaucoup plus attentive à un très grand nombre de problématiques qui n'ont pas jusqu'à présent fait l'objet, je dirais, d'un traitement systématique. Alors, je sais qu'après, on va parler de questions plus politiques, de questions plus électorales, donc je ne vais pas anticiper, mais puisqu'on me demande dans ce dialogue quelle est ma vision, elle est éminemment politique. Ma vision, peut-être, je pense que la Colombie est peut-être le pays d'Amérique latine où justement la solution à toutes ces problématiques économiques, sociales, etc., c'est une solution politique. Ce sont des choix politiques. Et le fait que la démocratie ait fonctionné autour d'un tout petit groupe d'élites sans véritablement racines dans le pays depuis si longtemps fait qu'effectivement, la cocotte minute, elle a explosé cette année comme elle aurait pu exploser il y a longtemps. Mais après, il y a d'une certaine façon aussi cet effet d'enchaînement. Je pourrais en parler plus si vous voulez, mais c'est quand même pas un hasard si effectivement on a vu des mouvements sociaux au Chili, en Argentine, en Colombie bien sûr et ailleurs. Donc il y a quelque chose, une vague, c'est assez intéressant, mystérieux d'une certaine façon parce que effectivement les revendications sont pas les mêmes, les mouvements sociaux n'ont pas les mêmes racines dans la société, mais néanmoins il s'est passé quelque chose qui a motivé certains journalistes à parler d'un printemps latino-américain. Bon,
l'expression n'était peut-être pas très, je dirais, pertinente, mais néanmoins, on a bien vu, si vous voulez, une séquence assez complexe se dérouler dans tout le continent. Et aujourd'hui, avec des Colombiens qui, naturellement, rêvent d'une séquence à la chilienne, c'est-à-dire des mouvements sociaux puissants qui se traduisent par un pacte politique et une assemblée constituante, et on remet les compteurs à zéro, on recrée, on refonde un nouveau régime politique. Je ne pense pas que ce sera le cas en Colombie, parce que la constitution colombienne de 91 n'est pas celle du Chili, évidemment. Néanmoins, c'est un des objectifs poursuivis par les gens dans la rue, c'est-à-dire une totale reconstruction du système politique colombien. Merci de cette première ébauche et je m'excuse d'ailleurs de cette interruption technologique. Elle est propre à notre époque, je dois dire. Donc, plusieurs fils à tirer. Le premier fil, du coup, un fil politique démocratique de notre démocratie effectivement incluante. Un fil aussi de la violence et du narcotrafic. Je pense que l'un alimente l'autre, sans aucun doute. Et ce dernier fil de solutions politiques. Pour le coup, quand on parle de politique, professeur Daben, quels seraient donc les acteurs politiques? Je disais dans l'introduction qu'il y a d'un côté cette partie finalement du pays opposée à tout effort d'union nationale et d'un autre côté cette autre partie horrifiée de voir l'arrivée d'une gauche au pouvoir et qui d'ailleurs la diabolise, hein, la compare en fait à ce que pourrait être un Venezuela reloaded, pour ainsi dire. Pour le coup, quels acteurs aujourd'hui seraient en mesure d'ouvrir le champ politique dans la pacification et dans la disons, sans le recours quelque part systématique qu'on a eu dans le passé à des formes plutôt violentes de changement politique? Moi, je dirais que tant qu'une partie de la population en Colombie considère qu'une victoire de la gauche signifie nécessairement un modèle vénézuélien qui va s'emparer du pays et qu'on va voir le retour de la violence, etc., tant qu'on continuera comme ça, je vois difficilement le pays sortir de ce cycle de polarisation et de haine que l'on voit assez régulièrement. De ce point de vue, je pense que les accords de paix, d'une certaine façon, vont permettre à une certaine gauche colombienne de se normaliser, c'est-à-dire d'entrer dans le jeu démocratique électoral normal, comme le font tous les partis politiques, et avec, je dirais, une pacification des relations entre les différents partis politiques, sans qu'on en recourt toujours à cette rhétorique de si toi tu arrives au pouvoir, c'est fini pour nous, donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'empêcher. Tant qu'on en sera là, la Colombie n'est pas d'ailleurs le seul pays où on relève ce genre de dérive aujourd'hui. Je pense par exemple au Pérou, évidemment, mais tant qu'on en sera encore là, je veux dire, la démocratie ne peut pas prospérer, ne peut pas être une démocratie de bonne qualité. Il faut absolument que la classe politique colombienne apprenne à perdre. La démocratie, c'est essentiellement perdre. On perd beaucoup plus qu'on gagne quand on se présente à des élections. Et il faut accepter de perdre, il faut accepter que les opposants d'hier deviennent la majorité le lendemain, sans qu'on imagine que ça va être la fin du monde. Hein. Donc, je pense que l'accord de paix peut avoir cet effet-là. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps, évidemment. Ça ne peut pas ne pas prendre de temps. Mais néanmoins, moi, je suis de ce point de vue assez optimiste. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il va y avoir progressivement une certaine normalisation. Alors, je conçois très bien que c'est très difficile d'être optimiste en ce moment, mais je suggère que nous fassions tous un effort d'optimisme pour essayer de considérer et d'accompagner, évidemment, je pense à Madame l'ambassadrice et aux diplomates qui peuvent essayer d'une certaine façon accompagner cette normalisation de la vie politique sans qu'on devienne des donneurs de leçons, naturellement. Mais enfin, une normalisation de la vie politique, ça veut dire en venir à considérer qu'à l'occasion d'une élection, tous les candidats sont sur un pied d'égalité et quel que soit celui qui gagne, ça ne va pas être la fin du monde. C'est quelque chose qui est compliqué
Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive. La gauche aura une très grande responsabilité dans cette évolution, évidemment. Et parfois, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu de certaines déclarations qui sont un petit peu ambiguës à propos du Venezuela, par exemple. Bon, donc il faut aussi savoir faire preuve de modération pour essayer de pacifier le jeu politique. Je pense que c'est là que réside vraiment le cœur de la solution à la problématique colombienne. Du coup, si on continue donc à tirer ce fil que vous nous avez goulûment proposé du politique, et du fait que vous dites qu'il faut quand même apprendre à perdre. D'ailleurs, on est très bon à ce jeu-là en football et j'amène les paroles de Maturana, qui était le directeur technique de l'équipe de Colombie, qui disait toujours perdre et gagner un tout petit peu. Qui seraient les acteurs qui nous feraient quelque part gagner un petit peu dans la perspective actuelle de ce que l'on voit dans l'offre politique? Par où est-ce que cette offre politique, quelque part, pourrait se constituer ou pourrait se cristalliser? Parce qu'au final, dans le contexte polarisé, on ne voit la polarisation, ce qu'elle réussit à faire, c'est à rendre aveugle sur la partie la plus importante, qui est l'entre-deux. On voit un côté, on voit l'autre côté, mais on ne voit pas ce qu'il y a entre deux. Et c'est en réalité dans l'entre-deux que ça peut se jouer. Quel est, selon vous, ou quels sont ces acteurs de poids qui pourraient contribuer à perdre un petit peu, mais à gagner énormément? La classe politique colombienne, vous l'avez sous les yeux, avec ses défauts, mais aussi ses qualités. Alors, quel type de personnel politique, de substitution, si on considère que pour aller de l'avant, il faudrait voir émerger de nouvelles élites, c'est ce qu'on peut voir. Moi, je voudrais juste ne pas m'engager dans la voie, disons, de la glorification de la société civile, de ces candidatures nouvelles qui émergent, indépendantes, etc. Parce que ce que l'on voit en Amérique latine, lorsque les politiciens, la classe politique se trouvent totalement discrédités, c'est effectivement la montée en puissance de nouveaux dirigeants d'ONG, d'associations, de clubs, de réflexion, mais aussi d'activistes très jeunes, souvent des femmes, qui sont pleins de bonne volonté et qui font parfois des choses remarquables. Mais dans le même temps, on voit aussi des dirigeants qui recourent à la rhétorique antipolitique sur une base souvent très populiste. Donc, le pays a une classe politique, il faut faire avec. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout balayer, tout recommencer. Je sais bien que c'est ce qu'on a entendu dans la rue, souvent. Mais non, c'est dangereux. Cela dit, il se peut très bien qu'on voit émerger dans les mois et les années qui viennent en Colombie des gens très jeunes auxquels qu'on ne connaît même pas. Il se peut que le prochain président colombien soit quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas le nom aujourd'hui, et il est là peut-être quelque part en train d'y penser, en train de s'organiser. C'est tout à fait possible. Regardez la composition de l'Assemblée constituante au Chili, c'est extraordinaire. Le brassage, l'oxygénation du personnel politique dans ce pays, tout à fait remarquable. Il est tout à fait possible d'imaginer la même chose en Colombie, mais il faut quand même prendre un certain nombre de précautions pour éviter que ça se transforme si vous voulez, en compétition de propos populistes et qui jouent sur cette perte de popularité des hommes politiques. Donc, je pense que la classe politique que nous avons en ce moment en Colombie doit progresser elle-même, mais il ne faut pas fermer la porte à cette possible oxygénation des élites, parce que de toute façon, elle est en cours. Les mouvements sociaux, si on regarde encore une fois le Chili, ces jeunes qui aujourd'hui sont là, voire même peut-être un d'entre eux sera candidat à la présidence de la République, ils ont surgi des mouvements sociaux, des mouvements étudiants, des mouvements lycéens. Donc, il y a déjà un brassage qui s'opère et avec le temps, il va y avoir certainement une sorte de sélection parmi tous ces jeunes dirigeants ou activistes qui peuvent contribuer à rénover la vie politique du pays à partir du moment où on va considérer que ce ne sont pas des gens dangereux. Et malheureusement, en Colombie, il y a encore aujourd'hui, et vous le savez évidemment
mieux que moi ceux qui sont là-bas. Tous les jours, des gens se sont tués parce qu'on considère qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour certains intérêts économiques, pour certaines valeurs politiques, etc. Et encore, quand même, en Colombie, un grand nombre de personnes qui considèrent que se débarrasser d'un opposant, c'est en faire un ennemi politique et le tuer. Et ça, évidemment, ça requiert une politique extrêmement déterminée de la part du gouvernement pour mettre un terme à cette violence qui est évidemment inacceptable. Juste un petit point à ce sujet. J'ai lu le journal ce matin qui mentionnait que le fiscal général en Colombie, M. Barbosa, venait de déclarer terroristes les jeunes de la première ligne du Paro Nacional, en disant que c'était un groupe, justement, et ça rejoint ce que vous dites, c'est donc ça vient encore plus difficulter le dialogue entre des personnes et des manifestants, des jeunes, et de l'État qui les identifie publiquement comme étant des terroristes et qui peut insinuer qu'ils soient instrumentalisés par des groupes extérieurs, sachant que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a répété à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de preuve encore aujourd'hui d'une possible ingérence étrangère dans les mobilisations pacifiques en Colombie. Voilà, c'est juste un petit point. Oui, non, mais il ne faut pas être complètement naïf. Il se peut que ça soit en partie vrai. Il ne faut pas non plus être naïf. Cela dit, effectivement, la criminalisation des mouvements sociaux, c'est pas une bonne solution. Dire, ça ne fait qu'aggraver les choses. À partir du moment où on considère que toute expression d'opinion dans la rue est un acte terroriste, la démocratie ne gagne pas. Ce sont des gens, les intolérants, le camp des intolérants et de la démocratie qui est instrumentalisée par certains intérêts puissants qui gagnent. Donc, il faut faire très attention au vocabulaire employé. Bon. Mais cela dit, s'il y a des investigations en cours, on en saura peut-être un peu plus un jour ou l'autre, mais pour le moment, je veux dire, ce n'est pas du tout productif. C'est plutôt l'organisation, hein, l'organisation des ceux qui s'organisent et qui utilisent la violence pour manifester un quelconque intérêt ou position ont été qualifiés de terroristes. Mais effectivement, je suis voué au constat de dire qu'encore en Colombie, on est au stade, comme vous le disiez, professeur, de considérer que tuer un opposant politique était sans doute la meilleure façon de se débarrasser du problème. Mais on sait combien, on sait que très bien que ce n'est sans doute pas la situation. Alors, je reprends ce concept d'oxygénation du personnel politique parce que si oxygénation il y a dans l'océan, il est à la fois endogène et exogène. Et ça nous amène finalement à la troisième partie de ce que j'aimerais bien qu'on puisse discuter, c'est le contexte de ces mobilisations sociales dans le sous-continent américain. Comment pourra-t-il, au final, pouvoir oxygéner cette classe politique? Comment est-ce que ce que vous dites, qui vient aussi alimenter les peurs, hein, on peut devenir le Venezuela, et qui montre, avec l'exemple du Pérou, la difficulté qu'il y a à céder le pouvoir, à oxygéner la classe politique. Comment le contexte démocratique, ou en fait le planning démocratique qu'on a dans les prochaines années, peut venir justement alimenter dans les différentes régions, dans les différents pays de la région, l'oxygénation de cette classe politique. On a un calendrier plutôt costaud. Le Pérou vient de voter. La Colombie vote pile poil dans un an. Le Brésil également, avec un colosse, le colosse d'Amérique latine, avec aussi des conflits. Du coup, comment ce contexte-là va venir ou va permettre l'oxygénation de nos classes politiques? L'oxygénation ou la relève politique, elle se fait assez naturellement par le biais du suffrage universel. À partir du moment où les électeurs décident d'écarter une classe politique traditionnelle parce qu'ils estiment qu'elle est corrompue, qu'elle n'a pas rempli ses promesses, qu'elle ne répond pas aux attentes, etc., pour faire émerger tout simplement par le vote des nouvelles têtes, des nouveaux dirigeants, on a ce qu'on appelle une relève politique. Alors, là, ce qui complique un petit peu les choses en Amérique latine, c'est le degré de participation, hein. La participation électorale en Colombie est traditionnellement une des plus basses d'Amérique latine.
Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que du coup, cette relève politique, cette oxygénation risque d'être le produit justement de la désertion électorale. C'est-à-dire des gens qui ne veulent plus entendre parler de tout ça parce que voilà, la politique a une image catastrophique. Et donc, de fait, ce qu'ils font, c'est céder la place à des minorités très actives. Hein, c'est-à-dire des minorités qui peuvent être des minorités de droite ou de gauche, peu importe. Mais ce qui est toujours gênant, c'est quand on voit cette relève politique qui favorise des secteurs qui sont très radicaux, de droite ou de gauche encore une fois, et qui ne représentent pas un électorat très important. Ils sont produits de l'abstention. Donc je pense que l'abstention est toujours un thème à discuter en Amérique latine. Est-ce qu'on est pour ou contre le vote obligatoire? C'est un vrai débat. Mais en tout cas, le cas de la Colombie montre que la participation est en baisse. Elle n'a jamais été très élevée. Mais ces dernières années, c'est quand même été assez catastrophique. Pensons au référendum sur l'accord de paix. C'est hallucinant de voir aussi peu de Colombiens se mobiliser à un moment si important de l'histoire de leur pays. Bon, donc là, il y a un vrai problème. Et c'est très intéressant parce que on voit en Colombie à la fois cette désertion électorale, mais dans le même temps, un sens civique qui est assez développé. Moi, j'ai toujours été très impressionné par ce que j'appellerais, oui, c'est le sens civique, c'est-à-dire le sens de l'intérêt général, mais ça ne passe plus par le vote. Donc les Colombiens vont s'engager, ils vont travailler pour une fondation, ils vont travailler pour une organisation, ils vont essayer de faire quelque chose pour l'intérêt général, avec vraiment un esprit civique, mais ils ne vont pas penser souvent à voter pour tel ou tel candidat. Donc je pense que c'est vraiment important de reconstruire une certaine image de la vie démocratique qui permette aux citoyens colombiens disons tout simplement de se mobiliser pour aller voter. C'est vraiment tout à fait important pour éviter ces dérives et du coup cette polarisation. Et on voit à quel point il y a une espèce de cercle vicieux entre le comportement électoral et la dégradation de la démocratie d'une certaine façon. Les gens ne vont pas voter, ils font la place belle au secteur polarisé, au secteur minoritaire, qui eux-mêmes ensuite vont gouverner de façon assez radicale. Et donc, vous voyez, cette espèce de cercle vicieux qu'il faut à tout prix rompre. Encore une fois, moi, je ne suis pas forcément très pessimiste concernant cette capacité qu'a la Colombie d'aller vers ces élections dans un an de façon, bon, on va dire, relativement calme et apaisée, mais elle n'en prend pas le chemin en ce moment, je suis bien conscient. Mais néanmoins, il y a quand même encore pas mal de temps. Et la campagne va être longue. Mais j'ai plutôt l'impression que les choses vont s'arranger. Bon, encore une fois, faisons un effort d'optimisme, même si on prend des risques. Justement, sur ce sujet, avant de passer à notre dernière thématique sur le rôle de la communauté internationale, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, je disais avant de passer à notre dernière thématique sur le rôle de la communauté internationale, justement en Colombie, s'il était possible d'identifier quelques scénarios qui pourraient justement nous permettre de se projeter dans la prochaine année électorale en Colombie, ou si vous aviez 2-3 scénarios ou pas. Oui, alors, excusez-moi, j'ai sur mon écran. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui. Si, je vous ai très bien entendu. Par contre, je ne suis pas très sûr de savoir ce que vous. Je ne suis pas complètement sûr de savoir ce que vous appelez un scénario. Vous m'entendez là? Oui, tout à fait, okay. Professeur. Non, je ne suis pas très sûr de savoir exactement ce que vous entendez par un scénario. S'il s'agit de deviner qui va gagner l'élection, c'est évidemment impossible. Non, mais pardon, dites-moi. Pardon. Allez-y. OK. Non, en revanche, la façon dont est en train d'évoluer le système partisan, les grandes tendances, disons, d'évolution politique, on les voit se dessiner. Il n'y a qu'à regarder les enquêtes, hein, d'ailleurs. Donc, oui, on va vers une élection qui risque d'être polarisée. Peut-être Gustavo Petro à gauche. À droite, le panorama est peut-être un peu plus éclaté à l'heure actuelle, bien sûr, mais rapidement, ça va se décanter. Donc oui, on va vers un possible affrontement droite-gauche, pour le ultra simplifier, je dirais.
Bon, mais néanmoins, très nouveau pour la Colombie. Enfin, très nouveau, c'est le cas depuis une petite décennie, on va dire, mais au regard de cette plus ancienne démocratie d'Amérique latine dont parlait Federico, c'est un vrai affrontement droite-gauche sur la base d'idées, sur la base de programmes, et pas d'invectives ou d'insultes ou de menaces. Ce serait un énorme progrès. Et d'une certaine façon, moi, je pousserai encore plus, et là, je vais faire de la provocation pour un certain nombre d'entre vous, mais je dirais qu'une victoire de la gauche serait ce qui pourrait faire le plus de bien à la démocratie colombienne, c'est-à-dire une gauche qui gouverne le pays avec ses idées, avec son programme, mais qui n'a certainement pas en tête le modèle vénézuélien, contribuerait très largement à pacifier le climat politique et à banaliser les alternances. Parce qu'au fond, la démocratie, c'est ça, une banalisation d'alternance, même quand il y a des programmes politiques totalement opposés, antithétiques. C'est tout à fait possible, mais il ne faut pas que l'alternance ou la perspective d'une alternance soit un drame. Parce que sinon, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir certains secteurs politiques qui vont faire tout ce qui est en leurs moyens pour empêcher la victoire de tel ou tel candidat. Il ne faut pas que ça se passe comme ça, il faut juste banaliser. Et il faudra bien qu'un jour la gauche gouverne ce pays et il faudra bien, on espère, que ça ne soit pas un drame. Et je pense qu'à ce moment-là, la démocratie aura fait beaucoup de progrès. C'est le scénario, évidemment, le plus favorable, le plus optimiste. Non, mais comme je me trompe régulièrement. Mais merci beaucoup, c'est très éclairant, mais je parlais du contexte un peu plus général. On va fêter le 5e anniversaire des accords de paix en novembre. Et donc, en fait, effectivement, pas forcément du scénario politique des électorales, mais plus effectivement de la dynamique et de la réponse à la crise actuelle colombienne. Mais l'accord de paix, elle se résoudra politiquement. Oui. Oui, mais moi je dirais que de toute façon, l'accord de paix, il va être au centre de la campagne électorale. D'une certaine façon, quand même, ce gouvernement, je ne pense pas que ce soit une insulte à l'égard du président Duque que de dire qu'il n'a pas quand même été très enthousiaste. Enfin, rappelons-nous qu'il était quand même totalement opposé à cet accord. Et Federico a présenté tout à l'heure un président tout à coup submergé par la crise sanitaire alors qu'il était en train de mettre en œuvre les accords. On peut aussi voir les choses un petit peu différemment en disant qu'avec ou sans crise sanitaire, il n'aurait pas fait beaucoup d'efforts pour avancer dans le sens des accords de paix. Donc, les accords de paix vont être au centre et je pense que la gauche va tout simplement considérer que l'accord de paix, c'est son agenda pour faire campagne. Et la droite va essayer, d'une certaine façon, de justifier que certaines des réformes sont trop coûteuses, qu'il faut les renégocier, etc., etc. Bon, donc c'est relativement, je dirais, simple. Il n'y a pas, je pense, à aller chercher beaucoup d'autres sujets. Et l'agenda, il va être autour de l'accord de paix. Et merci beaucoup. Je pense pour terminer, c'est ce qu'on avait dit, Federico, dans les 10 dernières minutes qui nous restent, peut-être un petit point sur la communauté internationale et le rôle que pourrait jouer la communauté internationale, tant l'Union européenne que la France ou que les États-Unis qui viennent de... Alors, je ne sais pas si c'est moi ou vous. Là, tout d'un coup, je n'entends plus. Non, mais c'est Cécile qui a coupé. Mais effectivement, il y avait cette question autour de la communauté internationale dans les accords de paix, dans la situation, mais aussi de l'autre côté, parce que moi je le vis et je le vois, comment exister au final? Comment exister donc en Europe autre que par ce que moi j'appelle la démocratie du cacerolazo. Parce que nous, dans ces contrées, au final, on existe si on fait du bruit. Autrement, on n'existe pas. On n'est pas une priorité pour l'Europe, on n'est pas une priorité pour les pays amis européens. Donc finalement, est-ce que les accords de paix ne seraient aussi une thématique qui nous permettrait de vivre d'exister diplomatiquement, d'exister au vu des gouvernements amis en Europe? Ça, c'est une question pour Madame l'ambassadrice. Moi, je me limiterai à dire que, évidemment, il y a toujours, je comprends l'impression que la Colombie figure dans nos journaux télévisés ou dans la presse uniquement quand il y a des morts et quand il y a des grandes manifestations, etc. Bien sûr, et c'est frustrant.
Néanmoins, je pense que ce qui se joue, c'est quand même que la Colombie cesse d'être effectivement ce pays capitale mondiale de la violence et que la vie politique se normalise, parce que c'est un pays qui a quand même un potentiel absolument colossal dans beaucoup de domaines et qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc je pense que la mise en œuvre des accords de paix, la mise en œuvre profonde, évidemment, pas cosmétique, est un préalable absolument indispensable pour faire en sorte que la Colombie devienne un très grand pays dans le monde, et pas simplement dans ses relations avec l'Europe, mais dans le monde, parce qu'elle en a le potentiel. Et depuis 50 ou 70 ans, en fait, ce pays a beaucoup perdu, a beaucoup gâché d'énergie en raison de tout ce qu'on a signalé tout à l'heure. Donc, voilà, je pense qu'elle est là, la solution. La solution, elle est dans l'accord de paix, mais elle est dans la mise en œuvre, je veux dire, détaillée et systématique de tout. Parce que c'est un accord qui est assez remarquable, extrêmement ambitieux, mais assez remarquable parce qu'il pointe les véritables problèmes. Le point 1, c'est le thème agraire. Comme je le signalais tout à l'heure, c'est absolument fondamental. Mais le point 1 agraire, il est lui-même d'une extrême complexité. Parce qu'on ne va pas du jour au lendemain faire une réforme agraire radicale pour redistribuer des millions d'hectares à des petits paysans. Il n'est même pas sûr d'ailleurs que la classe politique dans son ensemble soit favorable pendant longtemps à cette solution-là. Je pense à ce qui s'est passé au Brésil, par exemple, où les Brésiliens ont rapidement abandonné ces soutiens à l'agriculture familiale pour finalement développer un agrobusiness qui aujourd'hui est un des plus compétitifs au monde. Donc, mais peu importe, ce qui est important, c'est de débattre de ces questions et de faire en sorte que s'il y a un changement d'orientation, qu'il soit le produit d'un consensus dans le pays et pas simplement de l'imposition d'une certaine vue par des élites agraires qui sont puissantes au plan politique. Les accords au centre. On a une question sur la fenêtre de dialogue, pour ne pas l'appeler en un anglicisme barbare. Quel rôle jouerait la tendance à la déglobalisation, au nationalisme que l'on voit dans bien d'endroits au monde avec justement le coronavirus, avec la crise sanitaire et le repli sur soi? Bon, alors là, il y a effectivement une tendance qui se dessine. On ne va pas non plus être là très, très ambigu sur ce plan-là, parce que c'est vrai, à la faveur de la crise sanitaire, on a entendu des discours politiques qui étaient très protectionnistes. Moi, je dirais, pour continuer à faire preuve d'optimisme, même si c'est parfois difficile, quand on compare l'Amérique latine à l'Europe, quand on regarde la Colombie, tout particulièrement la Colombie, qui est un pays qui a reçu des millions de réfugiés, moi, je suis absolument admiratif de l'attitude des responsables colombiens vis-à-vis des migrations vénézuéliennes. Bon, parce que voilà, en Europe, on aimerait bien entendre des hommes politiques être aussi raisonnables et ne pas traiter les migrants comme ils sont traités en Méditerranée. Je pense que la non-exploitation à des fins politiques de ce thème est très intéressante. Moi, je ne m'attendais pas à ça et je pensais qu'il allait y avoir des discours xénophobes, qu'il allait y avoir de la violence contre certains Vénézuéliens. On en a vu, évidemment, surtout dans les zones frontalières, etc. Mais quand même, la plupart des pays ont fait des efforts et je trouve que c'est une leçon, en fait, que la Colombie en particulier a donné au monde. Et on n'en parle pas suffisamment, je suis complètement d'accord avec vous. Encore une fois, on ne fait du bruit que par nos morts. Je pense qu'on arrive à la fin de ce dialogue chaleureux et si vous me donnez l'autorisation, Camilla, j'aimerais bien ramasser 2-3 choses de ce qui nous a été proposé, ce fil politique autour de la balle au centre des accords et de continuer à observer ce qui se passe dans l'entourage proche de la Colombie. Je pense que l'année qui vient sera une année particulièrement intéressante pour un politologue ou un observateur. Et j'ai quand même le sentiment que c'était un peu la même histoire que l'on sentait au tout début des années 2000, au milieu des années 2000, lorsque les gauches aussi commençaient à accéder avec Lula au Brésil. On avait une gauche du président Chavez au pouvoir.
mais qui finalement a laissé, à mon sens, un arrière-goût d'échec. Donc, espérons justement d'apprendre, comme vous le disiez, à banaliser l'alternance et espérons trouver une boule d'oxygène dans la proposition politique qui viendra alimenter notre prochaine élection. Merci, professeur Daben, infiniment de vos lumières, de votre gentillesse, de cette proximité. Et Camilla, je te donne la parole pour la clôture. Merci, Madame l'ambassadrice, également. Et je ne peux qu'espérer vraiment qu'on puisse concocter une antenne Colombie pour pouvoir continuer en fait à réfléchir et à alimenter, comme le disait Madame l'ambassadrice, à alimenter en fait les décideurs à Bogota, parce que je pense qu'effectivement, les anciens de Sciences Po, ils ont un accès assez vaste, que ce soit au palais présidentiel ou dans d'autres sphères du pouvoir à Bogota. Merci beaucoup. Et Camille, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je voudrais laisser tout de suite la parole à Madame l'ambassadrice Cheramis qui aimerait dire quelques mots. Merci beaucoup, Camilla. Moi, je voudrais réagir à ce que j'ai entendu, apporter mon avis et puis dire quelques mots de clôture. Concernant les acteurs qu'a évoqué, je crois que c'est Cécile, moi, ce que je vois émerger ici, en tout cas, il y a un désir de sortir de la polarisation. Ce sont des acteurs au centre, par exemple les maires, vous savez, l'Alliance des maires, les maires Peñalosa, Gutiérrez et Char, qui essaient de former une coalition pour les élections de l'année prochaine. On sent qu'il y a quand même le désir de sortir de la polarisation et même, je pense que le centre démocratique qui est en train de chercher un candidat, il n'est pas exclu qu'il aille aussi chercher des candidats plus vers le centre de l'échiquier politique. Ce à quoi j'assiste aussi, c'est vous parliez tout à l'heure, monsieur le professeur, de l'abstention. Je pense que les accords de paix ont quand même fait sortir la Colombie d'une sorte de paralysie ou stérilité du débat politique et que maintenant il y a un réveil de la conscience politique, notamment chez les jeunes, et ceci peut entraîner des changements, ceci peut entraîner une plus forte mobilisation, et il faudrait que justement cette violence qui s'est exprimée dans la crise, elle trouve sa traduction dans les élections, c'est-à-dire qu'on exprime ses souhaits par la voie des urnes et non pas par la voie plus violente. Sur le rôle de la communauté internationale, je voulais dire que nous sommes extrêmement présents ici, soit à titre bilatéral, soit à travers l'Union européenne. Et nous, comme membres permanents du Conseil de sécurité, nous suivons et nous appuyons bien sûr les accords de paix. Notre rôle, c'est vraiment d'abord de parler à tous, depuis toujours et plus encore depuis la crise sociale. Nous dialoguons avec tous les acteurs pour essayer de comprendre, pour essayer de diffuser une culture du dialogue, une culture de l'échange, voire de la négociation. Nous accompagnons, nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour nous substituer, bien sûr. Et donc, notre souhait, c'est d'accompagner la Colombie vers cette maturation démocratique, vers une acceptation plus grande du processus de paix, qui est encore un sujet controversé, mais qui avance aujourd'hui. Je souligne qu'aujourd'hui, la juridiction spéciale pour la paix vient d'émettre un nouvel acte d'inculpation, cette fois-ci contre des militaires, dans le cadre des faux positifs. Donc voilà, c'est une année compliquée dans laquelle on entre en Colombie, avec les avancées du processus de paix, avec des étapes douloureuses, un climat électoral, une crise sanitaire qui n'est pas finie, une crise sociale qui n'est pas conclue. Donc nous allons entrer dans une année compliquée. Moi, j'ai tout à fait confiance en la résilience du peuple colombien, en la solidité de ses institutions, de la solidité de son économie malgré la crise. Et nous serons toujours là pour accompagner la Colombie avec beaucoup d'amitié. C'est un partenaire très important pour la France, politique, économique, culturel. Et nous souhaitons bien sûr la voir progresser vers encore plus de démocratie et que ce pays se pacifie enfin. Il le mérite. Voilà ce que je souhaitais dire en conclusion. Et merci beaucoup au professeur Daben. C'était très intéressant d'écouter ses opinions. C'est vrai que pour nous, c'est très enrichissant aussi d'avoir la vision d'un universitaire, d'un spécialiste de la région. Merci à tous.
Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup au professeur Daben. C'était vraiment très intéressant. Donc, merci à toutes et à tous de votre participation. J'ai laissé dans le chat mon adresse mail parce que pour toutes celles et ceux, je vois Juan Pablo Remolina, Hollande, et puis Bogota, qui seraient intéressés par rejoindre la section. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Federico ou Cécile pour pouvoir poursuivre dans ces projets de création et inviter à nouveau le professeur Daben pour une prochaine conférence à la rentrée. Et voilà, donc merci encore, muchas gracias a todos. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations à tous. Au revoir, Cécile. À bientôt. Merci. Au revoir, Madame l'ambassadrice. À bientôt. Ciao Cécile, merci beaucoup. Et j'espère que la clôture de ce cycle de conférences sera le début en fait d'un nouveau cycle colombien. Il faut l'espérer, oui. On va le faire. Ciao.